Alors, il va être donc question dans cette présentation d'eugénisme et plus particulièrement d'eugénisme britannique et même spécifiquement, plus spécifiquement encore anglais, un eugénisme qui place au cœur de sa réflexion, plus encore que la race, la question de la classe, la réussite sociale d'un individu étant considéré comme le meilleur indicateur de son excellence intellectuelle et plus généralement de sa valeur biologique et donc de son potentiel reproductif. Une classe, des classes sociales qui sont de plus en plus fortement objectivées au tournant du 19e, 20e siècle suite à la réforme de la statistique publique et en particulier des recensements de population qui donnent une visibilité encore supérieure à ces classes inférieures, préoccupantes, classes supérieures sur lesquelles repose pas mal d'espoir et qui sont dominées, au moins politiquement, de plus en plus, non plus par l'aristocratie terrienne, mais par les professionals. Hein, ces jeunes hommes, ce sont des hommes, bien sûr, qui ont fait des études, y compris des études classiques, par exemple, à Oxford, et qui sont de ce fait, capables d'occuper n'importe quel poste avec une compétence extraordinaire. Le blond, en haut à gauche, est un exemple de ce cas où des historiens, des étudiants d'histoire qui deviennent des financiers dans la City, c'est un autre personnage là, etc. Bref, toutes ces histoires auraient permis en quelque sorte un rayonnement jusqu'à la fin des temps de l'Empire britannique n'était la mauvaise idée des pauvres et des catholiques de faire trop d'enfants, en quelque sorte. Donc, c'est toute la question de la reproduction différentielle des différentes classes sociales. Bon, cette question de l'excellence de la classe, y compris biologique, de la classe supérieure ou des classes supérieures britanniques, est reposé régulièrement dans l'histoire, jusque très récemment, et je ne vais pas plus loin dans ce parallèle, évidemment. Alors, les liens entre Fisher et l'eugénisme de manière générale, et entre son article de 1918 et ce mouvement scientifico-politique, dont on peut dire en résumé qu'il visait à l'amélioration de l'espèce humaine ou de certaines de ses races, de certains de ses groupes en tout cas, sont bien connus, apparemment du moins. Fisher et l'eugénisme, c'est une histoire apparemment bien balisée. Son engagement précoce au cours de ses années d'études à Cambridge et son rôle essentiel de grand réconciliateur des traditions ennemies, ou perçues comme telles, rétrospectivement, des deux styles de pensée concurrents, l'école biométrique et celle des Mendéliens. En réalité, lorsqu'on examine avec précision les conditions dans lesquelles cet article fut écrit, puis finalement publié au terme de nombreuses péripéties sur lesquelles qu'on a déjà un peu évoqué, mais sur lesquels je reviendrai peut-être aussi plus tard, s'avère en réalité bien plus compliqué. D'une part parce que Fisher n'est pas le premier, on l'a déjà dit, à proposer un moyen de dépasser le clivage qui s'était instauré entre les deux problématisations de l'hérédité, les deux obédiences qui coexistaient au sein de l'eugénisme britannique qu'on ne saurait d'ailleurs, ou même anglais, qu'on ne saurait d'ailleurs réduire à cette seule opposition. Ce qui ne veut pas non plus dire d'ailleurs, Ted l'a rappelé, que l'apport de Fisher serait mineur, totalement dénué d'originalité. On est ici confronté au problème classique de l'analyse de la figure du précurseur ou de la précurseuse, bien étudié par Georges Canguilhem. Comment restituer sans anachronisme le rôle, le travail scientifique de celui dont on a su qu'après qu'il était venu avant. Pour paraphraser la formule célèbre de Canguilhem, réélaborée et rendue plus lapidaire encore par Macheret, si je ne m'abuse, mais on me corrigera si c'est pas le cas. Alors, les choses se compliquent également du fait que, contrairement à ce que la plupart des travaux sur ce fameux article de 1918 et plus généralement sur la trajectoire scientifique de Fisher tendent à croire, la question des liens entre la problématisation de l'hérédité élaborée et promue par Fisher et l'eugénisme ne peut pas être analysée simplement dans les termes de l'histoire des idées, ni même d'ailleurs de l'épistémologie historique. L'engagement eugénique de Fisher était si fort, son attachement à l'eugénisme britannique et plus spécifiquement anglais est si profond, à ce point existentiel, qu'il a modelé, ou en tout cas affecté, influencé l'ensemble des aspects de sa vie, au moins jusqu'au tournant des années 1920 qui nous intéressent tout particulièrement.
Symétriquement, la Société d'eugénistes de Londres, et en particulier son président à l'époque, Leonard Darwin, épaulé par quelques-uns des principaux animateurs de cette organisation, vont jouer un rôle décisif dans la carrière du jeune Fisher, et notamment dans le processus compliqué qui va aboutir à la publication de cet article, auquel les eugénistes londoniens attachent une importance primordiale, comme on va le voir. Alors ce dernier point, d'ailleurs, est d'importance toute particulière, essentielle même, car, comme on va le voir, Fisher, au moment où il écrit son article, est totalement marginalisé. Ça a déjà été un peu évoqué. Et seuls quelques liens ténus qu'il peine d'ailleurs à maintenir le relient encore au champ scientifique britannique et particulièrement anglais. Lui qui a compté parmi les jeunes scientifiques les plus prometteurs de sa génération, qui fut l'un des brillants étudiants de Cambridge de sa génération, ne trouve pas d'emploi à sa mesure. Et ses chances d'entrer dans la carrière académique, d'obtenir un travail scientifique, plus généralement, se sont amenuisées au fil du temps. Les quelques 3 ou 4 articles de statistiques, de maths appliquées, pourrait-on dire, qu'il a publiés, complétés d'articles d'eugénisme et des nombreuses recensions, ne lui ont pas ouvert tout grand les portes de l'élite scientifique anglaise comme il l'avait sans doute espéré. Et le soutien des eugénistes est crucial pour lui. Ce n'est pas forcer le trait que d'affirmer que l'enjeu pour lui, au moment où il travaille à son article et tente de le faire publier en dépit donc des difficultés diverses et variées qui se dressent sur sa route, n'est rien moins que sa survie sociale, en tout cas sa survie professionnelle. On ne peut donc pas réduire ce moment de la trajectoire de Fisher à un épisode d'une histoire intellectuelle ou même intellectuelle et politique. L'eugénisme ici n'est pas qu'un contexte qui planerait en quelque sorte un air du temps qui aurait imprégné notre jeune statisticien et qui se serait exprimé, qui se serait actualisé en quelque sorte à travers lui. Alors pour essayer de bien me faire comprendre, je vais commencer par revenir sur la vocation eugéniste de Fisher et comment il l'a vécu, la conduite de vie eugénique de Fisher, pour le dire dans les termes de Max Weber. Ensuite, j'aborderai les conditions d'écriture et de publication de l'article, de manière un peu complémentaire, j'espère, de ce qui a déjà été dit. Et j'évoquerai ensuite l'engagement eugéniste de Fisher après l'apparition de son article. Qu'est-ce que devient ce Fisher? Et enfin, je présenterai, mais sans doute très très rapidement et dans ses grandes lignes, la critique des thèses de Fisher sur le poids déterminant de l'hérédité par Lancelot Ogben, qui se déploie dans les années 30 et dans une perspective explicitement anti-eugéniste. Ne pas croire qu'en quelque sorte, Fisher aurait eu toujours le champ libre, quoi, en quelque sorte, dans la discussion. Alors, première partie, le rôle de l'eugénisme dans la publication de l'article de 1978. Donc, qui est Ronald Fisher, en particulier, qui est le Ronald Fisher à l'œuvre dans la deuxième partie des années 1910, au moment où l'article est conçu, écrit, et où la question de sa publication va se poser. Alors, bien qu'il ait pas encore 30 ans, puisqu'il est né en 1990, c'est déjà à certains égards un ancien, même il est presque sur le point de devenir un ex. Enfin, il a risque de devenir un ex, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un ancien élève de Harrow, où il s'est distingué par ses capacités en mathématiques et en histoire naturelle. Un ancien étudiant de Cambridge, université qu'il a intégrée en 1909, mais grâce à une studentship de Gonville and Caius College, d'autant plus nécessaire que son père, important commissaire-priseur, a récemment fait faillite. Il n'a pas de l'aide, ne bénéficiera pas de l'aide familiale que certains de ses condisciples auront en quelque sorte. Alors, grâce à ce soutien financier de l'institution, Fisher va pouvoir étudier les mathématiques, l'astronomie, la physique, l'optique en particulier. Il obtient son diplôme, un BA en 1912 avec rang de Wrangler, ce qui était un first, ce qui le classe parmi les plus brillants sujets de sa génération dans le domaine des sciences en Angleterre. Il obtient d'ailleurs une nouvelle fellowship qui lui permet de passer une année supplémentaire à Cambridge pour y étudier la mécanique
statistique en particulier. Et au cours de son cursus d'astronomie et de sciences physiques, Fisher n'a pas perdu son intérêt pour les sciences naturelles, en tout cas pour la biologie. Il dit avoir acheté et lu avec avidité les principes d'hérédité de Mendel, l'ouvrage pionnier de Bateson à sa parution dès 1909. L'année de l'entrée de Fisher à Cambridge, et il se passionne également pour les travaux de Pearson, en particulier fait Mathematical Contributions to the Theory of Evolution de 1903 qu'il commente. Alors, de fait, l'évolution naturelle constitue sa grande passion, une passion intellectuelle non dénuée d'implications politiques. C'est un euphémisme, comme en témoignent les vifs débats entamés dès la fin des années, la fin du 19e siècle, disons, sur le rôle de la sélection naturelle dans l'espèce humaine, ou plus exactement sur les effets délétères que la civilisation moderne, urbaine et industrielle, de la philanthropie et a fortiori de l'action sociale serait susceptible d'avoir sur la qualité physique aussi bien que mentale des êtres humains du fait du relâchement de la pression de sélection. Alors l'engagement de Fisher dans le mouvement eugénique est bien connu, ou semble en tout cas être bien connu. Sa précocité a souvent été relevée, le fait en particulier qu'il compte parmi les fondateurs de la Cambridge University Eugenic Society en 1911, il a alors que 21 ans, et qu'il siège au conseil de l'association en tant que représentant des étudiants de l'Undergraduate Committee, où il va côtoyer des universitaires extrêmement reconnus déjà, comme par exemple le biochimiste Frederick Hopkins, prix Nobel de médecine 1929, William Rivers, neurologue, psychiatre, anthropologue fameux, le jeune John Maynard Keynes, ou encore Reginald Punnett, le Balfour Professor of Genetics et le vicaire en quelque sorte de William Bateson sur Terre, ou en tout cas à Cambridge, qui est à peu près la même chose, et qui fait figure, le Punnett en question est d'autant plus influent qu'il siège également au conseil de la Eugenics Educational Society de Londres, qui fait figure d'organisation nationale chapeautant de fait, sinon véritablement en droit, les activités eugéniques sur l'ensemble du territoire britannique. Alors, on peut noter, et j'ouvre ici une rapide parenthèse, que dès la deuxième réunion de la Cambridge University Eugenic Society en novembre 1911, Fisher présente une communication intitulée Mendelism and Biometry. Et l'argument devait donc avoir bien quelque actualité chez les eugénistes britanniques, ou en tout cas anglais encore à l'époque, en dépit des écrits de Yule et de Pearson qui prétendaient avoir en quelque sorte établi un pont entre ces deux systèmes, ces deux styles de pensée, pardon. Et alors au terme donc d'un préambule destiné à contextualiser sa réflexion, il entreprend de souligner d'emblée un point crucial sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la variation. We can only speak of heredity in respect of variation. D'accord. Et il s'emploie ensuite à présenter les deux approches et leurs avantages respectifs. Mendelism is strong on prediction, c'est très bien, mais la biométrie est d'application plus large et, point crucial, ne requiert pas la mise en place d'expériences. On peut travailler sur des données recueillies en population, pour employer une formule moderne. Et il semble, d'ailleurs, dans son propos également, souligner l'exceptionnalité, voire une sorte d'artificialité presque, en tout cas de caractère extraordinaire du style de pensée mendélien au sens de Flegg. C'est-à-dire que ce style de pensée repose sur des conditions expérimentales et produit des résultats presque magiques. Almost miraculous results, dit Fisher à ce moment-là. Alors, l'intérêt de Fisher pour l'eugénisme est donc précoce, mais ce que les commentateurs n'ont jusqu'ici pas véritablement perçu, en tout cas pas suffisamment mis en lumière, c'est le caractère existentiel que cet engagement a pris chez lui au cours de la première décennie du XXe siècle. Si l'on prend le temps de lire non seulement la biographie que lui a consacrée sa fille Joan Fisher Box, mais surtout sa correspondance de l'époque, il apparaît clairement que l'eugénisme ne se résume pas pour lui à un projet politique, ce qui est déjà pas rien, ni même d'ailleurs à un moyen de lier, d'articuler étroitement intérêt intellectuel, compétences scientifiques et engagement politique, ce qui serait déjà énorme,
mais il constitue bel et bien un projet de vie. Comment mener une vie eugénique? C'est une question qui le taraude, semble-t-il véritablement, dans les années qui précèdent la publication de son article. Et cette quête de sens, cette interrogation existentielle sur les conditions de possibilité d'une expérience de vie eugénique est d'autant plus intéressante et à vrai dire paradoxale qu'elle se développe, se déploie sur fond de guerre mondiale. Cette première guerre mondiale qui sera durablement maudite par les eugénistes européens et également nord-américains, d'ailleurs pour ses effets anti-eugéniques, puisque ce sont bien sûr les plus aptes qui ont payé le prix du sang, des cohortes entières de jeunes hommes dans la fleur de l'âge, forts, etc., tués, rendus invalides ou traumatisés, et qui ne pourront en conséquence pas jouer, en tout cas pas jouer pleinement, le rôle que la nature leur avait assigné. Et le paradoxe étant que, alors même que de nombreux condisciples de Fischer s'engagent et partent combattre en France, un de ses frères mourra sur le champ de bataille, lui se trouve dans la situation humiliante à ses propres yeux de voir ses offres de service retoquées pour des raisons médicales. Les tentatives pour s'enrôler échouent. Sa vue, en particulier déplorable, fait qu'il est réformé, c'est-à-dire qu'il est déclaré officiellement inapte. Ce qui ne suffira pas à le faire renoncer à sa vocation eugéniste, ce qui est intéressant. Il a échoué au test qui se rapproche le plus... Bon, mais il continue malgré tout. Alors, les conditions de possibilité d'une vie authentiquement eugénique ne se réduisent pas pour lui à des enjeux de reproduction, aussi importants soit-il. Il aura 8 enfants, on l'a déjà dit, avec sa femme Helen Guinness, épousée en 1919, alors qu'elle est âgée de 17 ans. Et ces questions posent aussi le problème du rapport de l'homme, entendre ici les êtres humains, à la nature. Quelles seraient les conditions d'une vie autonome, aussi proche que possible de l'autosuffisance? Comment régénérer les capacités de survie des êtres humains? C'est dans ce contexte que Fischer va envisager le plus sérieusement du monde de quitter l'enseignement pour se faire fermier. Mais pas n'importe quel fermier. Son rêve, son idéal serait de vivre avec sa future femme et ses enfants encore à naître sur une exploitation purement familiale, tout entière dédiée aux cultures vivrières et à l'élevage des quelques bêtes nécessaires à l'autosuffisance. Son idéal de vie, à cette époque, est délibérément autarcique. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver les aptitudes à la survie que l'essor du capitalisme industriel et de la civilisation technique ont obéré. Le succès ou l'échec du fermier, de ce type de fermier, ne doit dépendre que de lui. Il faut mettre au point des conditions de vie qui permettent la mise en place, le déploiement de mécanismes se rapprochant le plus possible de la sélection naturelle, dans les conditions de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne du début du XXe siècle. Alors Fischer ira d'ailleurs jusqu'à visiter une propriété agricole sur le point d'être vendue aux enchères, et c'est, semble-t-il, essentiellement par manque de capitaux, son père faillit, sa famille incapable de l'aider, qui sera finalement contraint de renoncer à cette vocation agricole, mais pas avant 1918. Fischer aurait pu devenir fermier. Alors, est-ce qu'on serait aujourd'hui réunis ici aujourd'hui? C'est pas sûr. Bon, pour bien saisir la situation qui est la sienne en 1918, il faut néanmoins ajouter un élément de compréhension qui tient au fait que son projet de vie champêtre a mûri, que cette vocation est devenue de plus en plus impérieuse à mesure que sa vie professionnelle tourne au fiasco. C'est-à-dire qu'après avoir quitté Cambridge en 1913, au terme de sa fellowship, il a bien trouvé un emploi de statisticien dans la City, ça a été évoqué, mais cette brève expérience ne l'a pas satisfait, l'a laissé profondément insatisfait. Alors on peut aussi hypothétiser qu'il n'avait sans doute pas non plus les savoir-faire sociaux, en particulier les capacités relationnelles qui lui auraient permis de faire carrière dans cet univers, du moins à l'époque. Et entre 1914, 15 et 1919, longue période tout de même, Fischer va devoir se contenter d'emplois littéralement alimentaires en tant que professeur de mathématiques et de sciences dans une série de public schools.
Alors au moins les 2 ans passés à Bradfield College entre 1917 et 1919 vont-ils lui fournir l'occasion de s'adonner à l'agriculture de subsistance sur les terres du cottage qu'il loue avec sa femme et la sœur de ces dernières dans les environs de l'école, avec des résultats terrifiants de l'aveu de sa fille elle-même, dont le livre, si vous l'avez regardé, est quand même plus hagiographique que critique. Les services sociaux vont finir par s'intéresser à la fille de sa belle-sœur, en quelque sorte, parce que les conditions de vie sont terrifiantes. Mais problème qui ne vont pas suffire, là encore, à le faire douter de son projet, doute rarement de lui, vous l'aurez compris, puisque c'est exactement à ce moment-là qu'il envisage sérieusement d'acheter une exploitation. Alors, c'est aussi que professionnellement, il végète, en dépit du fait qu'il a publié et continue même de publier durant cette époque des articles dans des revues de mathématiques appliquées, notamment Biometrica, y compris, on l'a vu. Et sa correspondance laisse apparaître une frustration croissante qui vire ensuite au découragement. Sa candidature à une fellowship de son ancien collège Caius n'aboutit pas, on lui préfère un autre. Même l'université du Caire, à laquelle il a fait des offres de service contre l'avis de ses amis qui lui font remarquer que le poste est terriblement mal rémunéré, refuse sa candidature, enfin, turn down sa candidature à un poste d'enseignant. Au printemps 1919, Fischer est quand même très mal parti, en quelque sorte. Et finalement, durant ces 6 longues années, c'est au sein du mouvement eugénique que Fischer va trouver ses principaux soutiens, ses seuls soutiens même, en réalité, à certains moments, en particulier au sein de la Eugenic Society of London. Durant les années 1914-1919, les principaux liens que Fischer entretient avec le monde scientifique britannique passent essentiellement par le truchement de l'organisation eugénique. Mais ce qu'il y trouve dans ce mouvement et dans cette organisation ne se limite pas à du réconfort spirituel ou intellectuel, des marques d'appréciation intellectuelle inconditionnelles. Le soutien de la Eugenic Society recouvre également, et est fondamental, du fait qu'il recouvre une aide financière sans laquelle, comme Fischer lui-même l'explique dans plusieurs de ses lettres, il n'aurait pas pu poursuivre ses réflexions, ses recherches encore embryonnaires, sans c'est la charge de conférencier à mi-temps qui lui est conférée par la Eugenic Society et qui le conduit à intervenir devant des publics très divers, sans les recensions qu'il écrit contre rémunération pour la Eugenics Review, la revue scientifique de l'association londonienne. Il lui aurait été tout simplement impossible de se rendre à Londres depuis l'une ou l'autre des public schools où il enseigne au cours de ces années afin d'assister à des conférences, de participer à des réunions. Il n'aurait pas eu non plus accès aux ouvrages qui paraissaient dans ces domaines de recherche. Alors, incidemment, si vous voulez lire une des recensions de Fischer de cette époque, je vous recommande celle qu'il consacre au livre classique désormais de Franz Boas, Changes in the Body Forms of Descendants of Immigrants, qui met en évidence l'influence de l'environnement, comme vous le savez sans doute, et une recension mi-figue, mi-raisin, puisqu'il loue l'inventivité méthodologique de Boas, mais on laisse apparaître simultanément qu'il n'est pas du tout d'accord avec ses conclusions, comme on pouvait l'imaginer. Alors, durant toutes ces années difficiles, Fischer va pouvoir compter sur le soutien inconditionnel et admiratif du 3e président de la Eugenic Society de Londres, le major Leonard Darwin, personnage qui va jouer un rôle essentiel de son vie, y compris dans le processus de publication de l'article. C'est le 8e enfant et 4e fils du grand Charles. Il y a 2 manières de décrire la généalogie de Darwin, selon qu'on compte les enfants dans leur ensemble ou juste les fils. Leonard Darwin donc, est un ingénieur militaire de formation. Il s'est notamment intéressé à des questions de mécanique. Il a également servi un temps dans le renseignement militaire, mais son activité scientifique va peu à peu s'articuler autour de sa participation à une série d'expéditions scientifiques, en particulier l'expédition de 1874 en Nouvelle-Zélande qui visait notamment à observer le transit de Vénus.
Alors, une activité donc d'explorateur qui lui vaudra d'être élu président de la Royal Geographical Society en 1908, une fonction qu'il occupera jusqu'en 1911, date à laquelle il est conduit à prendre la présidence de la Eugenic Society of London suite au décès ou dans des conditions qui ont à voir avec le décès de son cousin ou demi-cousin, en l'occurrence Francis Galton. Alors il va rester président de l'institution phare de l'eugénisme britannique jusqu'en 1928, donc une longue présidence. Leonard Darwin s'était littéralement pris d'affection pour le jeune Fisher dès 1911-1912 et son soutien inconditionnel qui se poursuivra jusqu'à la mort du major en 1943 va se révéler décisif à plusieurs moments de la carrière du second. Ils entretiennent une correspondance très suivie, très riche et également très intéressante parce que très libre sur de nombreux sujets, en particulier sans doute l'eugénisme. Il discute ainsi de multiples aspects de la doctrine du mouvement, la question de la compatibilité entre la Theory of Ancestral Heredity des biométriciens anglais et celle des Mendéliens, par exemple, donnent lieu à des échanges au cours de l'année 1915. Mais c'est loin d'être le seul sujet d'intérêt des hommes, des deux hommes en question, loin s'en faut, puisque l'impossibilité de mesurer le poids relatif de l'hérédité et de l'environnement chez l'homme constitue un thème de discussion plus passionné et plus intensif encore. Il faut dire que c'est l'un des grands sujets de préoccupation de Leonard Darwin, peut-être même le principal en ce milieu des années 10, et il suffit pour s'en convaincre de lire l'important article que Darwin fait paraître à l'été 1916 dans la Eugenics Review. Heredity and Environment, a Warning to Eugenicists, un article qui a été récemment republié en avril de cette année, si je ne m'abuse, par l'International Journal of Epidemiology, avec une série de commentaires, dont un bref article de Garland Allen, un historien assez bien connu de la biologie. Alors, le motif de cette longue mise en garde adressée à ses camarades eugénistes que Darwin développe au fil d'un texte dense de 30 pages qui est issu d'une série de conférences, en particulier aux États-Unis. Ce motif tient au lien que Darwin perçoit entre la question scientifique de la mesure du poids relatif de l'hérédité et de l'environnement et la question politique du positionnement de l'eugénisme, ou plus exactement, plus précisément, de la réception des idées eugéniques dans la société anglaise et britannique, et d'ailleurs aussi européenne et nord-américaine plus généralement. On peut, je crois, résumer rapidement ainsi l'inquiétude de Darwin de la façon suivante. Faute d'une démonstration probante du poids de l'hérédité dans la détermination des comportements humains, faute d'une mesure précise et fiable que l'eugéniste pourrait mettre en avant, ce dernier risque d'apparaître comme excessivement pessimiste, comme étant mu par un pessimisme sans fondement d'ailleurs. Les mises en garde des eugénistes concernant les effets délétères de certaines politiques sociales, des politiques sociales dans leur ensemble, ou la nécessité de s'attaquer de manière drastique à la débilité mentale, la feeble-mindedness, risquant alors d'être perçus comme la traduction politique de rien d'autre qu'une vision angoissée du monde, fondée sur une anthropologie très sombre et arbitrairement négative. Ne vaudrait-il pas mieux mesurer notre propos, demande Darwin, et éviter ainsi de prêter le flanc aux accusations d'alarmisme émanant notamment de nombreux réformateurs sociaux, du moins tant qu'il ne sera pas possible d'apporter des éléments chiffrés à l'appui de nos thèses. C'est une demande toute rhétorique, c'est vraiment un conseil un conseil politique qu'il donne à ses collègues. Alors si on en croit excusez-moi, j'ai oublié. Bon. Si on en croit John Fisher Box, Fisher, son père, donc Fisher, aurait achevé l'article qui nous intéresse aujourd'hui, l'article dit de 1918, portant précisément sur la mesure du poids relatif de l'hérédité et de l'environnement, dès l'été 1916,
au terme de plusieurs mois de travail. Alors clairement, Leonard Darwin n'en avait pas connaissance au moment où il écrivait son propre article pour la Eugenics Review, puisque à le lire, il ne semble pas convaincu qu'une solution au problème qui le taraude soit sur le point d'être apportée, qui plus est, par l'une de ses connaissances, par quelqu'un avec qui il échange de manière de plus en plus assidue. Alors, quoi qu'il en soit, il n'est pas difficile d'imaginer l'importance extraordinaire que va revêtir à ses yeux le manuscrit que Fisher lui fait parvenir à une date que je n'ai pas pu déterminer avec précision, ce qui explique, je pense largement, les efforts que Darwin va déployer pour s'assurer de l'apparition de l'article de Fisher dans une vraie, entre guillemets, revue scientifique. Et il va en falloir des efforts car l'affaire, on l'a dit, était initialement mal engagée. Je suis désolé, je me suis un petit peu perdu. Bon. Dès le mois de juin 1916, au détour d'une lettre adressée à Karl Pearson, Fisher avait fait allusion à son travail en cours d'une manière qui visait très clairement à susciter l'intérêt de Pearson. Fisher espérait très vraisemblablement voir son article publié dans Biometrica. Mais Pearson, qui a pourtant déjà publié Fisher, ne mord pas à l'hameçon. Et le dit Fisher se résout en quelque sorte à soumettre son article à la Royal Society au cours de l'automne 1916 en vue d'une publication dans ses Transactions. Et c'est là, comme on l'a dit, que les ennuis commencent. Alors, je reviens pas très longuement sur ce qui a déjà été dit concernant la descente en flèche, en tout cas la critique acerbe du manuscrit de Fisher par Karl Pearson d'une part et par Reginald Punnett de l'autre. Sinon, pour dire quand même que ce fait pour l'un et l'autre de prétendre se soumettre au jugement de l'autre masque en fait une dimension, enfin un point intéressant. Ce que dit Pearson, c'est qu'à la limite, si les Mandéliens sont prêts à manger leur chapeau, une bonne partie en tout cas de leur couvre-chef, en acceptant les clauses indiquées par Fisher dans son article, alors à ce compte-là, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être drôle de voir cet article pourtant totalement inepte paraître, parce que là au moins les Mandéliens seraient ridicules, ce que Pearson ne croit pas. Pas qu'il ne croit pas que les Mandéliens sont ridicules, il le croit profondément, mais il ne pense pas qu'ils accepteront jamais les thèses de Fisher. Et simultanément, ce que dit Punnett explicitement à un moment, lorsqu'il demande à Fisher d'écrire à l'auteur de l'article, d'écrire dans des termes qui soient compréhensibles par les biologistes, et aussi de manière évidemment plus amusante lorsqu'il évoque le caractère abstrait et tout théorique de l'article en développant cette métaphore de l'éléphant sans poids qui glisse sur une surface sans friction. Ça ouvre une fenêtre en quelque sorte sur les perceptions croisées des uns et des autres au-delà de la rhétorique et de ce qu'on peut lire dans les articles scientifiques de l'époque. Bon, je ne m'étends pas sur cette question, simplement je redirais que la bizarrerie de l'affaire, c'est que l'article n'a jamais véritablement été refusé, et qu'il semble bien que ce soit en fait Fisher lui-même qui, ayant eu vent indirectement sans doute des gentillesses qu'on écrivait sur son manuscrit, les retiré en 1917, un Fisher meurtri et désemparé, mais qui, là encore, va pouvoir bénéficier du concours de Leonard Darwin, lequel tient mordicus à voir l'article publié, pour les raisons que j'ai indiqué plus tôt. Alors c'est Darwin en réalité qui va va jouer les intermédiaires vers la Royal Society d'Édimbourg en s'appuyant sur les bons offices d'une de ses connaissances, le naturaliste Arthur Thomson. Le manuscrit est soumis aux Écossais courant 17. Et là, heureusement, ceux-ci se disent tout prêts, et très rapidement d'ailleurs, à le publier dans la revue. Mais à certaines conditions toutefois, puisque arguant en fait des coûts d'imprimerie exorbitants
qu'induirait la publication d'un texte aussi long, truffé d'équations d'une grande complexité graphique, la Royal Society d'Édimbourg réclame benoîtement 50 livres à l'auteur pour publier son article. Une somme absolument considérable hein, pour l'époque. Les évaluations en fonction des sites que l'on consulte correspondent à l'équivalent de 2500 livres actuels pour certains, jusqu'à 20 000 livres actuels pour certains. En tout cas, c'est une somme tout à fait considérable que Fisher, appauvri, n'est pas en mesure de réunir. There seems no end to trouble, écrit Darwin à cette époque, lequel, en désespoir de cause, un peu fatigué par tout ça, finira par faire prendre en charge une partie de la somme par la Eugenics Society et paiera le complément sur ses deniers personnels. Les choses se règlent ainsi finalement entre la fin du printemps et l'été 1918. En résumé, l'article qui nous réunit aujourd'hui, ce texte classique, canonique, a donc été publié contre paiement, au terme d'une évaluation qu'on qualifiera d'informelle et rapide, après avoir été éreinté par les évaluateurs d'une première revue bien plus prestigieuse. Comment naissent les classiques hein. Alors, en réalité, à un moment, Darwin était tellement fatigué de tout ça qu'il a même envisagé de faire publier l'article de Fisher dans la Eugenics Review. Tant la cause semblait désespérée. Et l'article était même prêt pour la publication. Les plombs avaient été disposés, mais l'enjeu ici, ce qui a fait finalement convaincu Darwin de payer et faire payer la Eugenics Society pour la publication de l'article de Fisher, c'était évidemment de le faire publier dans une revue scientifique, sans lien direct au moins, avec la cause eugénique, avec le mouvement eugénique. Est-ce qu'on serait aujourd'hui ici réunis si l'article serait Fisher 1918 Eugenics Review à un certain moment. Bon. Alors, c'est donc finalement qu'à la fin de l'année 1918 et même en réalité au cours de l'année suivante que la situation de Fisher va finalement s'améliorer. Son article paraît et commence à circuler grâce aux bons offices de la Eugenics Society qui fait usage et bon usage des tirets à part fournis donc à prix tout à fait considérable par les eugénistes. Ça, c'est quelque chose à considérer lorsqu'on se pose la question de la date de publication de l'article. C'est pas nécessairement une date cruciale ici, dans la mesure où la pratique de l'époque repose en bonne partie aussi sur la circulation de tirs à part, pour ceux, bien sûr, qui ont les moyens de se les procurer et de les envoyer. Parallèlement, grâce en partie encore une fois à l'entremise de Leonard Darwin, toujours lui, John Russell, le directeur de la station agricole expérimentale de Rothamsted, va commencer à s'intéresser aux travaux de Fisher et finir par lui proposer, au bout de quelques semaines, quelques mois de discussion, de devenir le statisticien de l'équipe, mais à l'essai dans un premier temps. La position de Fisher reste encore précaire, probablement jusque 1920-1921. Près de 10 ans après sa sortie de Cambridge. Et ironiquement, c'est exactement donc à ce moment précis que Pearson va effectivement, et de manière totalement inattendue, proposer à Fisher un poste de senior assistant au sein du Galton Laboratory à UCL, rémunéré à hauteur de 350 livres annuels. Donc si la rémunération d'un senior assistant, c'est 350 livres actuels, imaginez s'il faut que quelqu'un dans cette situation sorte de sa poche les 50 livres demandés par les Écossais. Bon, une offre donc de Pearson que Fisher va décliner parce qu'il a bien compris que ce serait se mettre sous enfin, ce serait dans une situation de rapport hégémonique en fait qu'il refuse à ce moment-là. Excusez-moi, là bon. J'en viens très rapidement à l'engagement de Fisher au sein du mouvement eugénique et plus particulièrement de la Eugenics Society de Londres après la publication de l'article dit de 1918 et son recrutement à Rothamsted, son premier emploi en tant que scientifique. Fisher va épauler son mentor et ami Leonard Darwin
en rejoignant le Research Committee de la Eugenics Society à l'occasion de sa refondation en 1923 et en participant activement, très activement même, à ses travaux. Il est élu au conseil de l'association à la fin des années 20 et en deviendra un peu plus tard l'un de ses vice-présidents. Et son engagement ne cessera pas non plus avec le départ de Darwin de la présidence de l'organisation en 1928, même si les relations avec la nouvelle équipe de direction, et en particulier le secrétaire général Carlos Blacker, nommé en 1931, se dégradent peu à peu. Après l'élévation de Fisher au titre de Galton Professor of Eugenics à UCL en 1933, suite au départ en retraite de Carl Pearson, l'ironie évidemment de la succession n'avait échappé à personne. Donc, suite à son arrivée à UCL, des rapports vont se créer entre le Galton Laboratory et la Eugenics Society. La Eugenics Society va octroyer une aide financière à la publication des Annals of Eugenics fondée par Pearson en 1925, de sorte que finalement, la revue du Galton Laboratory rentre enfin, d'une certaine manière, dans le giron du mouvement eugénique, et en particulier de la Eugenics Society. Pearson avait marqué sa défiance vis-à-vis de la Eugenics Society pendant des années. Fisher normalise en quelque sorte cette situation, du moins brièvement, car la subvention est peu à peu rognée, puis finalement supprimée par Blacker. Fisher va en prendre ombrage, il cesse toute participation aux réunions du conseil de la Eugenics Society, mais demeure vice-président en titre jusqu'en 1937, et c'est finalement qu'en 1942 qu'il cesse, qu'il quitte même formellement le conseil de la société. Alors, une chose qui serait intéressante à discuter, mais qui dépasse le cadre de cette intervention ici, c'est l'évolution des idées eugéniques, non plus seulement de l'engagement eugénique de Fisher, durant la décennie qui suit son arrivée à Rothamsted. Ce que certains ont fait remarquer, c'est que c'est quand même assez ironique que ce Fisher, auteur de l'article de 1918, se soit retrouvé à Rothamsted, cette station expérimentale agricole où finalement l'accent était mis moins sur la variété, sur la graine, que sur les effets du sol. Et la question se pose du point de savoir si ce n'est pas l'une des raisons de l'évolution intellectuelle, y compris de Fisher dans cette perspective. Bon, c'est un point qu'on pourra discuter si vous voulez, mais qui supposerait des investigations, me semble-t-il, qui n'existent pas encore, qui n'ont pas été menées encore aujourd'hui. Je terminerai simplement très, très rapidement, donc en présentant certains éléments. Rappelons déjà l'existence, dès la fin des années 20, ou en tout cas du début des années 30, d'une critique radicale sur fondement explicitement, ouvertement anti-eugénique de l'approche mise en œuvre par Fisher dans son article de 1918 et perfectionnée ensuite par la suite. C'est une critique qui est menée, instruite initialement du moins par Lancelot Hogben. Je ne sais pas si c'est un personnage que vous avez rencontré dans vos lectures. Zoologue, je vais très très vite, on pourra en rediscuter au moment de la discussion ou demain si vous souhaitez. C'est un zoologue, un zoologiste qui est devenu généticien. Il est connu pour avoir été un enseignant itinérant, c'est-à-dire qu'il a occupé pas moins de 8 ou 10 postes, je ne me souviens plus, dans sa vie, sur 3 continents. De l'Écosse à l'Angleterre en passant par l'Afrique du Sud et le Canada. C'était, et c'est tout à fait important dans la controverse qui va l'opposer à Fisher, un très grand vulgarisateur scientifique, ou plus exactement un vulgarisateur scientifique à très grand succès. J'aurais dû capitaliser et mettre en italique Mathematics for the Million, parce que c'est le titre l'un de ses ouvrages qui encore aujourd'hui qui diffuse encore aujourd'hui. C'est amusant, c'est un généticien donc, qui écrit un livre de vulgarisation de mathématiques à l'usage du plus grand nombre, quoi, en quelque sorte. C'est aussi un socialiste
en lutte contre le déterminisme biologique, alors que Fisher est clairement un conservateur et le restera toute sa vie. Leonard Darwin ayant d'ailleurs été député conservateur durant une période de sa vie avant de prendre la direction de la Eugenics Society of London. Et cette différence de vue, elle va apparaître très très clairement dans l'ouvrage de 1933 publié par Lancelot Ogben qui s'intitule Nature and Nurture, une série de conférences reprises sous forme d'ouvrages dans lesquelles il développe une critique radicale des thèses de Fisher qui a ceci d'intéressant, particulièrement intéressant, d'avoir été nourri par des échanges directs avec ce dernier. Alors, je vous renvoie en particulier aux travaux de James Tabry, un philosophe des sciences américain sur ces questions. Et je vais simplement vous laisser vous donner à lire ces 3 citations, 2 de Ogben et une réponse en quelque sorte qui n'a pas vraiment une de Fisher sur ce point. L'une des choses cruciales, enfin le point crucial plus exactement de la discussion, de la controverse si on veut, entre Ogben et Fisher, lequel Fisher avait d'ailleurs recensé de manière positive un certain nombre d'ouvrages antérieurs de Ogben, c'est la question des interactions entre hérédité et environnement. Peut-on les considérer comme véritablement indépendantes ? C'est de variables en quelque sorte. Bon. Voilà en quelque sorte la question qu'il formule d'emblée à Fisher avant même d'écrire ses conférences. Il y a cette idée véritablement d'interpeller Fisher en tant que scientifique, de pair à pair en quelque sorte, sur un point qu'il considère crucial intellectuellement, scientifiquement, politiquement. Face à ce qu'il considère être une réponse insuffisante de Fisher, il va formaliser sa critique dans l'ouvrage de 1933, dans lequel il explique qu'en réalité, ancestry, ça renvoie en fait à des choses très très différentes, imbriquées. Et qu'il délimite plus exactement de cette manière en 3 points de généralisation croissante. Alors, la chose intéressante, y compris pour les choses qui nous intéressent dans le cadre de cette conférence, c'est la manière dont Fisher va répondre en partie au moins, ou partiellement, ou biaisant à la question de Ogben. C'est-à-dire qu'il requalifie ça de manière technique, en quelque sorte, à travers une notion technique qui est de non-linéarité. Et la question philosophique devient en quelque sorte une question directement méthodologique. Premier point. Et deuxièmement, la réponse, la solution plus exactement que Fisher fournit au problème avant même de l'avoir véritablement analysé en quelque sorte dans ses attendus, dans ses considérations philosophiques, intellectuelles plus largement, c'est une solution méthodologique, le logarithme, qui est angésine dans cet extrait. Bon, alors je suis pris par le temps et je reviens pas sur les usages, y compris de la critique de Lancelot Ogben après la Deuxième Guerre mondiale par Conrad Waddington. Si cela vous intéresse, je vous renvoie à cet ouvrage, lui aussi désormais fameux, de 1957. Je dirais simplement en conclusion qu'il faut, me semble-t-il, se méfier de la thèse de l'explication par l'imprégnation de l'ère du temps eugénique, qui méconnaît le type de rapport à l'eugénisme qui fut celui de Fisher durant la période qui nous intéresse. L'explication par le contexte, entendue de cette manière, par l'ère du temps, me semble une manière en quelque sorte de naturaliser un texte qui en réalité est extraordinaire à bien des égards. Naturalisé dans le sens où ils étaient tous eugénistes. C'est un peu en réalité, chacun était eugéniste à sa manière, et la manière d'être, la conduite de vie eugéniste de Fisher est très très singulière. Et c'est quelque chose qu'il faut véritablement avoir en tête lorsque l'on lit ou on relit cet article, et en particulier lorsqu'on analyse les partis pris
les hypothèses posées par Fischer, etc. Il faut pas, enfin, ce serait véritablement une erreur que de croire que c'est le travail d'un eugéniste lambda, en quelque sorte. C'est pas du tout le cas. Et je vous remercie de votre attention.